Alors bonjour, je suis Hugo, voici Anthony. Bonjour. Et voici Oscar. Donc on fait partie de l'action PRIT. C'est une action qui est sur l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc on fait ça avec la mission locale. Et du coup on interroge des entreprises sur leur politique d'insertion des personnes handicapées. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui. Pourriez-vous vous présenter votre entreprise? Je m'appelle Benoît Angels, je suis directeur général du casino de Vals-les-Bains. Le casino de Vals-les-Bains, c'est une entreprise qui a 3 grosses activités. Le casino de jeux, avec des machines à sous, des jeux traditionnels, des jeux électroniques. Un hôtel 4 étoiles avec 27 chambres. La brasserie du casino, où on est assis en ce moment. On a ici environ 70 employés. Adam Rigaud, je suis directeur de l'EHPAD l'Étilleul et de l'EHPAD Le Rocher du Midi. C'est un petit établissement municipal qui est donc géré par le Centre communal d'action sociale et qui accueille au total une 60aine de personnes. On a une partie EHPAD, donc établissement d'hébergement pour personnes âgées et dépendantes, et on a une unité plus petite, l'EHPA, qui n'a pas le D de dépendance, avec des gens plus autonomes. C'est une petite structure territoriale, répond principalement aux besoins du territoire. On a la chance d'avoir des locaux qui sont très agréables, qui sont adaptés, accessibles. On a quand même une sensibilité particulière justement aux problématiques de perte d'autonomie, de situation de handicap dans notre métier. On a la chance d'avoir une structure qui est très bien adaptée pour ça. Et la majorité des résidents qui rentrent dans l'établissement ne sont pas en terrain inconnu. Ils vivent à proximité de l'établissement, connaissent des gens. Et ça facilite beaucoup l'intégration. L'association, c'est environ une 50aine de salariés pour accompagner toutes les personnes en situation de handicap sur l'ensemble du département. Les établissements sont gérés par des directeurs d'établissement, présidés par un président qui reste bénévole, même si c'est du temps relativement complet. Donc moi je suis bénévole comme tout le conseil d'administration de l'association. Ici vous êtes au pôle administratif, donc c'est là où tout est géré, les documents et les papiers et les problématiques. Et après, du coup, on a des établissements sur Cocouron, La Ville-Dieu, Privas et Annonay. L'association gère donc des établissements médico-sociaux et non médico-sociaux. Les médico-sociaux, c'est un établissement par le travail qui s'appelle la MESAT, une entreprise adaptée, et du coup un dispositif d'emploi accompagné, justement pour accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi. Après, on a la partie pôle social qui fait que de l'accompagnement social, avec un SAVS sur l'ensemble du département. Moi, c'est Morgane Quignonero. Je suis artisan torréfacteur de cacao. Ça fait un peu plus de 15 ans que je suis chocolatier maintenant. Et pour Maison Vertueux, en fait, on est une manufacture artisanale de chocolat où on a pour but de fabriquer du chocolat dans le respect des valeurs éthiques, environnementales et sociales. Je suis à titre personnel sensible à la question. J'ai 2 membres de ma famille qui sont aussi en situation de handicap. J'ai fait une formation initiale, j'ai un parcours un peu particulier, mais j'ai fait un master spécialisé en gérontologie et dans le domaine du handicap. Moi-même en situation de handicap, qui gère des établissements pour des personnes en situation de handicap et défendant de la cause du handicap, donc j'estime que c'est important de répondre aussi aux sollicitations pour des projets importants comme le vôtre, et d'autant plus pour sensibiliser les entreprises, ce qu'on fait nous toute l'année aussi, aux personnes en situation de handicap et à l'adaptabilité du poste de travail, tout un tas de choses. Voilà. C'est important que tout le monde puisse trouver sa place, qu'on soit en situation de handicap ou pas, en entreprise ordinaire ou pas. C'est une bonne question. Quelle est la définition du handicap? Parce qu'on n'est pas tous un peu handicapés. Un handicap finalement reste une difficulté que la personne ressent et vit, pas forcément déclarée. Ça peut être tout type de handicap. On fait souvent le fauteuil roulant comme emblème du handicap, mais il faut penser au handicap invisible, un handicap juste social, tout type de handicap. Et même des gens qu'on considère valides, eux peuvent se sentir handicapés à un moment donné de leur vie. Je trouve que c'est important de le préciser, faut pas cibler la personne, toi t'es handicapé ou pas. J'aime pas mettre les gens dans les cases et surtout le handicap, ça reste une difficulté, soit passagère, soit permanente. Mon regard, en fait, il est fraternel parce que mon petit frère est né avec une certaine maladie, en fait, qui n'a pas été décelée à la naissance, donc il a fait du coma en étant nourrisson pendant une durée assez longue, ce qui fait que la maladie déjà assez rare qu'il avait, c'est un enfant sur 100 000 qu'il a, donc c'est très très rare, s'est transformé en un handicap moteur, linguistique. Alors il a toute sa tête,
c'est bien là c'est là qu'il nous montre en fait qu'il faut s'arrêter à rien finalement. Il faut toujours continuer à avancer, à croire en soi, en étant bien entouré. Alors des fois ça peut être sa famille, ça peut être aussi d'autres personnes. Et il faut toujours s'appuyer sur ce genre de personnes-là. Donc le regard que j'ai, c'est un regard familial parce que je suis pas en situation de handicap, mais mon petit frère l'est. Et donc du coup, on a traversé des années plus ou moins difficiles aussi à travers justement ces périodes où il faut trouver un stage, mais personne ne veut te prendre en stage, où il faut essayer de jouer un peu des connaissances de chacun pour que ton enfant parte en stage. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté. C'est pour ça que, en étant devenu chef d'entreprise, en pouvant décider un petit peu de ce que je voulais faire, parce qu'avant, là où je travaillais avant, c'était pas forcément la politique de mes supérieurs de vouloir avoir des personnes en situation de handicap. Donc le fait d'avoir créé Maison Vertueuse, c'est aussi ouvrir les portes à ces personnes-là qui ont besoin aussi, comme tout le monde en fait, d'être intégrées dans la société, dans le monde du travail et d'avoir une routine intéressante au quotidien. C'est pas simple. Moi, j'aime pas poser de questions directes là-dessus parce que je pense que ça fait partie de sa vie privée. Si elle a envie d'en parler, elle en parlera. Donc on peut insinuer des choses et si la personne a envie d'en parler, elle commencera d'elle-même à le faire. L'employeur, de manière très pragmatique, peut se dire je n'ai pas encore atteint mon taux, là j'ai une candidature qui est par ailleurs intéressante, qui a les compétences, il fait d'une pierre deux coups. Pour moi, c'est pas ce qui va être déterminant dans le recrutement, mais ça peut être un petit plus, il faut l'utiliser. C'est en fonction de la personne, j'ai envie de dire, et de son ressenti. Il n'y a pas d'obligation. D'accord. Parce que j'estime que c'est vous, la personne en situation de handicap, qui a envie de s'exprimer ou pas là-dessus. Après, je trouve que c'est quand même toujours intéressant de le mettre pour information à l'entreprise. Après, au moment de la visite médicale, ils le découvrent et du coup, ça peut mettre à mal l'organisation et du coup, ils ont moins de vigilance. Alors qu'avec une RQTH, en disant j'ai telle difficulté ou telle difficulté, ça permet aussi aux encadrants, aux chefs de service, à vos collègues, d'avoir peut-être une vigilance supplémentaire si vous voyez mal à un moment donné dans le bureau et de trouver la meilleure solution pour comment rentrer en contact avec vous. Ça dépend aussi du handicap. Moi, je trouve que c'est important de le valoriser malgré tout. On le rappelle, toutes les entreprises maintenant ont un pourcentage d'embauche de personnes en situation de handicap. Ça vous permet pour une entreprise qui n'aurait pas les quotas et qui aurait deux possibilités, une personne en situation de handicap et une autre, avec les mêmes compétences, de se dire finalement, je vais prendre la personne en situation de handicap avec une RQTH, ça alerte. Et effectivement, on ne peut pas dire en tant qu'entreprise, moi j'étais pas au courant, c'est pas une obligation, mais je trouve que c'est important. Le premier des projets qu'on essaie de mener à bien, c'est déjà d'avoir des stagiaires pour l'instant, pour diverses raisons, mais en tout cas la volonté c'est que si on arrive à bien mener à bien ce projet en fait de stagiaires, de jeunes travailleurs en situation de handicap, la volonté c'est déjà d'avoir après des salariés en situation de handicap. Nous sommes à la recherche car on a des obligations dans notre métier, comme dans toutes les entreprises, et aujourd'hui on a du mal à trouver des personnes en situation de handicap. Pas particulièrement, comme vous le dites, ce qui compte c'est les compétences et l'adaptation au poste. À partir du moment où la personne répond aux exigences de prise en charge des aînés, pas d'appréhension ou de jugement de valeur sur la personne. Non, je parle en connaissance de cause et j'ai eu pas mal de stagiaires en situation de handicap, sur divers handicaps. Ça a toujours été de toute façon les meilleurs stagiaires, les plus investis, les plus minutieux, les plus à l'écoute. Après, avec toujours une adaptabilité peut-être différente qu'avec d'autres personnes, mais ça c'est encore c'est pas ça vraiment le problème finalement. Non, pas du tout. On travaille dans un univers, on travaille 7 jours sur 7. Le casino est ouvert de 10h du matin à 4h du matin. On travaille en restauration, c'est service du midi, service du soir, donc avec une coupure l'après-midi. On travaille en hôtellerie aussi, dans un hôtel qui est ouvert 7 sur 7 et 365 jours par an, comme le casino et la brasserie. Donc ça crée des freins à des personnes en situation de handicap. Comme je vous le disais déjà, ça peut apporter une vision différente, souvent une sensibilité de la personne qui a un handicap, une certaine empathie, une compréhension des besoins des autres, de la particularité de l'autre et comment on peut répondre à son besoin. Si vous parlez des avantages économiques, oui, il y en a quelques-uns. Il y a des exemptions de charges.
Il y a aussi une entreprise, quand elle n'a pas son quota de travailleurs handicapés, elle paye des pénalités. Donc si elle a le quota de travailleurs handicapés, elle va payer moins de pénalités ou pas du tout. Le fait qu'on bénéficie d'un certain nombre d'aides, le fait qu'il y ait un accompagnement, par exemple par la mission locale avec laquelle on travaille bien, ça compense aussi le temps, la formation, l'accompagnement qu'on va mettre en place, ça sécurise, ça peut favoriser l'embauche. Alors absolument, puisque je viens juste de le faire, une personne commence demain. Elle va être affectée à l'entretien des machines à sous en salle ouverte et l'entretien des sanitaires. On va faire des ménagements déjà à temps partiel, une personne qui va faire 22 heures par semaine, sur un poste où elle va pouvoir alterner la position debout et la position assise. C'est une obligation aussi de l'employeur d'adapter les conditions de travail aux besoins et aux particularités des postes. La cuisine a été réaménagée suite à des besoins qui ont émergé, de difficultés physiques pour un personnel de la cuisine. Au niveau de la lingerie, on a acquis aussi du matériel pour adapter le travail, notamment concernant les chars. On a des chariots à niveau constant pour que l'agent n'ait pas à se pencher. Ça peut monter à plusieurs dizaines de milliers d'euros. On a tout un tas de dispositifs qui servent à la fois aux aînés, mais aussi aux équipes. Généralement, on est financé en grande partie par l'Agence régionale de santé. Il ne faut pas le voir dans le sens où c'est une perte pour l'établissement, parce qu'au contraire, les aménagements permettent d'économiser de l'argent. L'absentéisme, les accidents de travail, ça coûte très cher à un employeur. Alors, je vais vous répondre oui, parce que on en a fait l'expérience. Moi, ça fait 5 ans que je suis directeur ici. Et on a eu des travailleurs en situation de handicap, mais qui ne sont pas restés. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est des gens qui ont quitté l'univers dans lequel on travaille, qui a ses contraintes, évidemment. Oui, il y a une certaine complexité parce que parfois les exigences du poste ou les moyens de la structure font que l'agent peut à un moment donné être considéré, et là c'est la médecine du travail qui va estimer qu'une personne est inapte partiellement ou totalement à l'exercice de ses fonctions. Derrière nous, employeurs, on a un devoir de chercher des solutions de reclassement. On peut mettre en place en amont un certain nombre de choses. On peut faire un bilan de compétences, mais ça dépend beaucoup aussi des caractéristiques de la structure. Le reclassement, l'adaptation n'est pas forcément uniquement en interne. Alors déjà, persévérer en priorité. C'est pas parce qu'on a des échecs une fois que tous les autres vont être des échecs. Qu'on soit en situation de handicap ou non d'ailleurs, on peut avoir des refus, on peut mal le vivre, mais il faut continuer de persévérer, c'est important. Croire en ses compétences, mettre en avant aussi ses différences, parce que c'est sans doute ce qui peut apporter quelque chose de positif. Les différences de chacun, en fait, ça nourrit un groupe. Des fois, quand on arrive dans un groupe, on est différent, on apporte quelque chose de nouveau. Mettre en avant vos compétences et particularités que vous pouvez apporter à la structure. Surtout pas baisser les bras, jamais. Je pense qu'il faut soigner énormément la rédaction d'un CV. C'est un peu has-been, mais c'est encore comme ça. Je prête en tout cas beaucoup d'attention à la rédaction du CV, à la manière dont c'est fait. Je fais attention aux fautes d'orthographe. On a affaire à qui est devant nous. Et pour le savoir, il n'y a pas 36 000 solutions que d'avoir un CV. Il faut aussi s'orienter vers les établissements qui pourront vous aider. Mission locale, emploi la compagnie, France Travail maintenant. Parce que c'est aussi eux qui peuvent faire le relais vers l'entreprise. L'essentiel, c'est de croire en soi et de pas lâcher, de pas se dire que voilà, de pas être défaitiste en tout cas et d'aller de l'avant. Et bien être entouré, comme je disais, ou par sa famille ou par des personnes qui sont là pour nous au quotidien. Ne pas hésiter à expliquer qu'on a une reconnaissance du travailleur handicapé. Ça, c'est important. Il ne faut surtout pas se mettre de barrière. Moi, je vous dis bravo. Je vous félicite pour cette initiative, parce que ça demande quand même un petit peu d'investissement, de courage. Je trouve que vous parlez de la chose avec beaucoup d'aisance, de naturel. Avant tout, restez vous-même. Ne vous identifiez pas par rapport à vos difficultés. Identifiez-vous par rapport à vos qualités. L'État, je pense, a fait des choses importantes. C'est aujourd'hui plus vu comme quelque chose de négatif dans une entreprise. Il faut aller de l'avant. Toute entreprise se doit de toute façon de s'adapter. Donc surtout, jamais perdre l'espoir de trouver un emploi. J'ai envie de vous féliciter parce que c'est bien de prendre des initiatives, de faire des choses qui tirent vers le haut, qui montrent qu'en fait on est tous pareils, on est tous égaux et on a tous la volonté en fait de vivre heureux. Donc ça passe par le travail. Merci à vous d'être venus. C'est un plaisir. Merci à vous en tout cas. Maintenant on va pouvoir manger un petit peu de chocolat.